Force est de constater que quand j'ai appris que j'étais nommé dans la Vienne, j'ai regardé le site internet parce que je ne savais pas où était la Vienne. Et c'est assez révélateur de mon ressenti. Bonjour et bienvenue dans les entretiens de Diane de Poitiers. Mon invité est un homme de stabilité et de devoir, il est préfet. Dans un pays traversé par les changements et les doutes, il incarne une forme de continuité républicaine. Il est de ceux qui tiennent la rame, même quand il faut parfois ramer à contre-courant. Un serviteur de l'État dont le parcours raconte la méritocratie à la française, rien ne le prédestinait à cette fonction. Mais tout chez lui l'y conduisait, le sens du service, la rigueur, la fidélité à l'intérêt général. Forgé sur le terrain, il a gravi les échelons de l'administration avec détermination jusqu'à la préfecture de police de Paris, au cœur des grands rendez-vous nationaux, notamment les Jeux Olympiques 2024. Un itinéraire marqué par une certaine idée de la France et une action toujours à hauteur d'homme. En novembre 2024, il est arrivé à Poitiers pour prendre la tête des services de l'État dans la Vienne. Il y imprime déjà sa méthode, l'écoute, le dialogue et une vision de long terme pour le département. À quelques mois des élections municipales, sa vision de l'institution proche des citoyens et son expérience dans la gestion de crise prennent une résonance particulière. Aujourd'hui, il nous parlera de la Vienne, de ses grands défis, mais surtout, que signifie réellement être préfet aujourd'hui. Serge Boulanger, bonjour. Bonjour. Merci, monsieur le préfet, d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien. Avec un immense plaisir. Immense plaisir. Avant la fonction, il y a l'homme, et avant l'uniforme, une histoire. Je voudrais que l'on commence par là. Quand on a construit sa propre maison, de ses propres mains, est-ce qu'on a le sentiment que rien n'est impossible? Je pense que oui, ça illustre les choses. Effectivement, j'ai construit en 1987 ma maison en 9 mois, pendant que mon épouse nous faisait notre bébé, la même durée. Je suis très fier de cette réalisation dans la mesure où ça m'a permis de démontrer que rien n'était impossible. Et à plusieurs occasions dans ma vie professionnelle ou vie privée, ça m'a permis de pouvoir à chaque fois surmonter, gravir des montagnes et pouvoir réaliser ce qui était souvent l'impossible. Et on voit bien que des sportifs de haut niveau, un certain nombre d'acteurs, se donnent des défis et peuvent réaliser l'impossible. Et cette illustration de la maison construite pour des raisons de faute de moyens, j'avais de petits revenus avec mon épouse et devant l'impossible, on a décidé de le faire nous-mêmes. Et cette solidarité familiale, etc., fait que j'ai surmonté et je suis très fier de ça. Et je pense que ça illustre une partie de ma carrière. Est-ce que c'est là justement où on apprend que les choses qui comptent dans la vie prennent du temps? Oui, le temps, la patience, la persévérance, l'envie de faire aussi, parce que aujourd'hui, je vois trop souvent des jeunes et des moins jeunes qui renoncent avant même le premier effort. Et ça fait partie des témoignages que je souhaite apporter. Récemment, lors des journées de l'excellence, devant près de 1000 jeunes, de pouvoir leur dire que tout est possible. Il n'y a pas de mission, de challenge impossible, sportif, culturel, de toute nature. En revanche, il faut s'en donner les moyens, avoir la volonté, et puis avoir une force intérieure qui vous fasse aller toujours plus loin. Alors, un préfet reste en moyenne 2 ans dans un département, dans un territoire. Est-ce que ça n'est pas frustrant pour le serviteur de l'État que vous êtes, le bâtisseur que vous êtes, de ne jamais voir l'ouvrage achevé et sortir de terre? Parce que en général, les préfets proposent des projets et puis après ils partent dans d'autres territoires et ils ne voient pas franchement leur ouvrage fini. C'est une certaine frustration. J'ai 41 ans de carrière, 21 postes, ce qui veut dire que la durée de poste, comme vous venez de le dire, est d'environ 2 ans. Oui, c'est une frustration que ce que vous semez, c'est quelqu'un d'autre qui va le récupérer. Mais pour ma part, j'ai aussi récupéré ce que mon prédécesseur, Jean-Marie Gérier, avait développé, conçu, etc. Donc il y a une forme d'équité. Le tout, c'est d'avoir un héritage positif de son prédécesseur, ce qui a été le cas en l'occurrence pour ce qui me concerne ici à Poitiers. Mais ce qui compte, c'est ce que vous incarnez au quotidien. Après, pour nous, l'enjeu, c'est quand même que quand on parlera de vous dans 5 ans, dans 10 ans, c'est qu'on s'en souvienne comme un préfet qui a marqué son temps avec des réalisations, des collaborations, des co-constructions avec l'ensemble des acteurs du territoire, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Absolument. Alors je voudrais justement que l'on revienne sur ce moment où vous entrez en préfecture, en tout cas. Je vais revenir sur votre parcours, mais dans quelles circonstances vous êtes entré en préfecture? J'aimerais qu'on revienne là-dessus, s'il vous plaît. Alors le fruit du hasard, parce que mon cursus scolaire a fait que j'ai un baccalauréat technique de dessin industriel et de mécanique générale, vous voyez très loin du monde préfectoral, un service militaire dans la gendarmerie nationale, et puis rapidement un mariage
souhaité, avec un enfant souhaité, etc. Et en fait, je passe les concours, toutes sortes de concours, contrôleur des impôts, surveillant pénitentiaire, toutes sortes de concours, de manière à pouvoir, dans le service public, parce que j'étais vraiment attiré par le service public, déjà la notion d'intérêt général, et alors même que personne dans ma famille n'était fonctionnaire. Mais ce sens de l'intérêt général et cette envie de pouvoir apporter votre pierre à la construction de votre pays, humblement bien évidemment. Et donc je passe le concours par hasard avec mon épouse de l'époque, et elle malheureusement échoue, et moi je réussis ce concours de préfecture qui me permet d'intégrer le 1er août 1984 le premier poste d'agent des services administratifs de la préfecture, c'est-à-dire catégorie D qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui m'a permis de pouvoir faire du guichet, faire du standard, faire toutes sortes de métiers, mais qui m'ont permis de découvrir le service public de par ce qu'il a de plus beau, c'est-à-dire la relation avec les usagers. C'est éprouvant, difficile, parce que tout le monde n'est pas forcément sympathique. Il y a des usagers parfois difficiles, mais ça nous permet de découvrir cette vie par la plus belle des choses, c'est-à-dire le service à l'usager, et ce qui vous amène à ce que tous les matins, vous ne vous posiez pas la question du « à quoi tu sers ». Moi, il n'y a pas un matin où je me demande à quoi je sers. C'est-à-dire que je me sens vraiment investi d'une mission de service public et d'aider notamment ceux qui sont dans la plus grande précarité. Donc là, vous êtes entré par pur hasard. La suite, c'est pas un hasard. La suite, vous l'avez choisie. Le hasard, comme je viens de le dire, je suis rentré par la plus petite porte de la fonction publique, catégorie D. Et après, ce sont 10 années de ma vie où mes congés étaient consacrés à reprendre des études, puisque j'ai arrêté les études après le bac, et donc je suis allé à la faculté beaucoup plus tard. J'ai repris des cours du soir, les cours du ministère des Finances, les cours du CNED, le CNED que nous avons la chance d'accueillir dans ce département de la Vienne. Et ces 10 années où j'ai pas pris de congé, et qui nous a permis de pouvoir progresser, de pouvoir passer des concours, et de franchir catégorie C, catégorie B, catégorie A, catégorie A+, quand vous êtes cadre supérieur de la fonction publique, et puis un jour, à 40 ans, de pouvoir accéder au grade de sous-préfet, ce qui était pour moi le Graal et la plus grande fierté pour ma famille, et le message que je pouvais vraiment envoyer à l'ensemble des personnes à qui je dois beaucoup, voilà, mes parents et mes grands-parents. Alors 2005, c'est ça, hein? 2005. 2005, c'est une grande date dans votre parcours. Est-ce que vous pourriez me décrire ce que l'on ressent dans cette cérémonie d'installation? Une immense fierté. Une immense fierté, et moins pour moi que par rapport à ceux à qui je devais tout, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents qui m'ont tout appris de ma vie. Le fait de se retrouver en uniforme la première fois et d'entendre pour la première fois de sa carrière, alors même que l'on porte les symboles de la République sur notre uniforme, la casquette, les galons en or sur les manchettes, etc., de pouvoir entendre pour la première fois la Marseillaise, et c'est vous qui présidez la cérémonie. Et donc là, vous avez une grande émotion, et le fait d'en parler me donne toujours la même émotion. Les larmes qui vous viennent aux yeux, parce que forcément, vous avez cette fierté d'avoir réussi, mais au-delà de ça, de pouvoir avoir le sourire de votre père, de votre maman, qui vous regarde avec fierté et de dire, voilà, je suis fier de mon fils. Je pense qu'on est tous dans cette situation-là où on a envie de montrer à nos parents qu'on a fait quelque chose et que l'éducation qu'ils nous ont donnée a servi à quelque chose et qu'on est devenu quelqu'un, on est devenu quelque chose d'utile pour la société. Alors c'est très émouvant comme vous dites, mais c'est surtout, je pense que c'est un très bon message à passer à la jeunesse, notamment à ceux qui ne trouvent pas tout de suite leur voie ou ceux qui ont des difficultés dans l'apprentissage ou dans une voie, qui n'ont pas une voie toute tracée. Et surtout que nous sommes à Poitiers, dans la Vienne, où nous avons eu deux anciens ministres, dont l'ancien Premier ministre, dans Édith Cresson, qui avait créé il y a une vingtaine d'années, il y a 20 ans, l'école de la deuxième chance, dont on a, je pense, une école qui a ouvert à Poitiers. On en a une à Poitiers, une à Châtellerault. Vous avez eu l'occasion de visiter ça? Une fois. C'est une excellente idée qui aujourd'hui montre encore toute sa pertinence. On a le droit à l'erreur. Moi, dans ma première partie d'études, je voulais être manipulateur en radiologie, seconde C, etc. Voilà, comme beaucoup de monde, c'était pas ma voie, et j'ai fini par être réorienté en filière technique. On a le droit à sa deuxième chance, tout le monde dans sa vie, et il faut pouvoir se donner les moyens. En revanche, il faut que le jeune y croit en lui, et croit en la volonté de pouvoir faire quelque chose de son existence. Ça veut dire de s'investir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sacrifier 10 ans de congé pour pouvoir reprendre des cours, se donner les moyens de persévérer, de donner le maximum de soi au quotidien.
et faire en sorte que ça finit toujours par aboutir. Alors, on ne devient pas tous préfets, bien évidemment, on ne devient pas tous ministres ou chefs d'État, mais il y a plein d'autres métiers. Je suis allé voir, j'ai fait les journées de l'apprentissage l'autre jour, j'ai été apprenti pâtissier pendant une demi-journée. Il n'y a pas de bons et de mauvais métiers. Ce sont des filières d'excellence. Ce sont des filières d'excellence. J'ai eu l'occasion de croiser la meilleure apprentie de France, qui est de chez nous, qui est Poitevine, qui est une fille exemplaire. Elle a un parcours qui peut être un peu compliqué parfois, comme tout à chacun. Et il n'y a pas de métiers, des bons et des moins bons métiers. On ne peut pas tous être médecin, on ne peut pas tous être vétérinaire. Il faut de tout. Et on a besoin d'un boulanger, on a besoin d'un pâtissier, on a besoin d'un garagiste, etc. Le tout est de pouvoir s'épanouir dans son métier et on est tous utiles et d'être tous convaincus qu'on est utile. Et voilà, on a des exemples excellents de jeunes qui réussissent, y compris dans les quartiers politiques de la ville où on parle souvent en mal. Mais c'est la France, c'est propre à la France, on essaie de parler que des trains qui arrivent en retard. On a d'excellents exemples de jeunes hommes et femmes qui ont réussi et qui sont issus de nos quartiers politiques de la ville, qui sont devenus chefs d'entreprise, qui sont devenus coiffeuses, qui sont devenus artisans, qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise. Et c'est ça à quoi nos jeunes doivent penser tous les jours. Évidemment, c'est difficile. Il faut se lever de temps en temps, il faut travailler, il faut transpirer un petit peu de temps en temps, mais tout à chacun est prêt à le faire. Il faut donner du sens à sa vie. Merci pour ce message d'optimisme, en tout cas en ce début d'année. Pour revenir sur votre parcours, donc, entre-temps, vous avez pris des cours, vous avez été diplômé de droit public. Oui. Et à partir de 2005, donc, vous rentrez dans le corps préfectoral. Vous êtes passé par le Pas-de-Calais, les Hautes-Alpes, la Loire-Atlantique, c'est ça? La Charente, les Ardennes, oui. Donc tous ces territoires, qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur la France, qui sont très différents? Donc là, vous avez pas mal voyagé. D'abord que la France est belle. Et qu'un département ne ressemble pas à un autre département. Il n'y a rien qui est comparable entre la Charente, les Hautes-Alpes, les Ardennes, etc. En revanche, chacun des départements, je pense en particulier aux Ardennes, qui est un département où c'est difficile. La météo, c'est pas la meilleure météo. Moi qui suis originaire du nord de la France, je peux en attester. Mais c'est un département difficile, mais avec une tradition ouvrière. Et j'ai connu malheureusement une période où il y avait beaucoup de plans sociaux. Chaque département m'a appris à développer une compétence en montagne, dans les Hautes-Alpes, en Loire-Atlantique, avec sur fond de Notre-Dame-des-Landes, etc., des violences urbaines compliquées, des manifestations violentes. Chaque département m'a appris à pouvoir démontrer que la France était forte de sa complémentarité des territoires. Et que c'est la force entre de la Bretagne à la Corse, de l'Est au Nord, et cette richesse de nos territoires et complémentarité qui fait la force de la France, et qui fait qu'on est capable de surmonter chacune des crises. Parce qu'à chaque fois qu'un secteur économique est en difficulté, eh bien ailleurs en France, on a des secteurs économiques qui vont mieux et qui permettent de surmonter les crises les unes après les autres. Donc là, vous avez évoqué les territoires. Ensuite, c'est Paris. Et là, c'est la préfecture de police de Paris. C'est une autre institution. Hein. C'est totalement différent. Et là, vous avez comme l'occasion et la chance de travailler pendant cet événement très important qui est les Jeux Olympiques 2024. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu cette expérience, comment vous l'avez vécue de l'intérieur? Merveilleusement bien. C'était avant tout une aventure humaine. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de Laurent Nunez, qui était alors préfet de police, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. L'équipe de Laurent Nunez, et j'ai pour habitude avec mon équipe ici de rappeler régulièrement la méthode Nunez. C'est-à-dire que c'est une méthode de la co-construction, du travail en équipe, de la solidarité. Et jamais, en 2 ans et demi, je ne l'ai vu élever la voix, faire preuve d'un mécontentement majeur, etc. On voyait bien quand on le connaissait qu'il y avait des choses qui lui déplaisaient ou qui étaient moyennement, qui le satisfaisaient moyennement. Mais c'était le travailler ensemble. Et c'est ce que je retiendrai des Jeux Olympiques. Moins de tapage peut-être. Oui, on n'est pas dans l'affichage, on était dans un travail discret qui nous a permis de travailler avec tout le monde, notamment pendant les Jeux Olympiques, avec le monde de la logistique, plus de 2 millions de colis par jour, de livraisons par jour à Paris, 70 réunions avec le monde de la logistique, et où aucun tweet, aucun mail, aucun courrier, aucun reportage sur un seul retard pendant la durée des Jeux Olympiques. Tout a été livré en temps et en heure à Paris, pour les hôpitaux, pour les pharmacies, pour les particuliers, etc. C'est le fonctionnement des hôpitaux de Paris, 38 hôpitaux à Paris. Pendant ce temps-là, on a pu faire des greffes d'organes, on a pu assurer l'acheminement des organes, etc. Et puis la sécurité, où on a pu assurer le plus grand événement organisé au monde dans les meilleures conditions. Et ce que je retiens des Jeux Olympiques, c'est cette capacité de la France,
encore une fois, de cette France qui ne sait parler que des trains qui arrivent en retard, alors même qu'on a été capable en 2024 de montrer ce qu'on avait de plus beau au monde, tant dans la capacité à pouvoir faire le plus difficile, dans un contexte de menaces terroristes extrêmement élevées, de faire le plus difficile en termes de sécurité, dans une ambiance qui était complètement novatrice en France. Tout le monde était content, tout le monde était positif. Et puis d'envoyer les plus belles images dans le monde entier de ce que la France a de plus beau en termes de patrimoine partout en France, le relais de la flamme olympique de Marseille à Paris, en passant par de nombreux départements. Et puis ce patrimoine historique que nous avions depuis le château de Versailles à l'ensemble de la Seine et de tous les palais nationaux que nous avons à Paris, quoi. C'est une belle expérience. Formidable expérience. Serviteur de l'État que vous êtes. Oui, parce que c'est un excellent moyen de montrer ce que le public, le privé et la population tout entière, on a été capable de produire. Et quand ce collectif fonctionne, on voit bien que rien ne peut vous arriver et que vous pouvez tout surmonter. Vous avez évoqué tout à l'heure l'uniforme, mais en tout cas, si mes informations sont bonnes, je crois que sur l'uniforme du préfet, il y a le chêne et l'olivier. Oui. Chêne pour symboliser la fermeté, la fermeté. Et l'olivier pour la paix et l'harmonie. Absolument. C'est bien ça. Absolument. Est-ce que c'est toujours le message que vous souhaitez véhiculer en tant que préfet? Oui, parce que j'ai eu un de mes maîtres à penser qui me dit qu'on ne réussit rien dans le conflit. Et vous avez d'ailleurs rappelé dans votre propos introductif que mon souhait et ma stratégie dans le département, parce que c'est ma personnalité, c'est le dialogue, l'écoute et le dialogue. Je ne supporte pas quand les gens se mettent sous pression, disent des choses parfois qui dépassent leurs pensées, et où plus personne n'écoute personne. Dans ce département, on est confronté à des sujets, des vrais problèmes. La ressource en eau, parfois des sujets environnementaux, des problématiques de mal-être agricole, tel qu'on le connaît aujourd'hui. On peut tout se dire, on peut discuter de tout, et on ne peut envisager de co-construire quelque chose que si on s'écoute et que si on accepte parfois de mettre un peu d'eau dans son vin pour écouter l'autre et co-construire. Et de tout ça, on peut réussir. Et par exemple, sur l'eau, on a mis beaucoup d'ateliers en place, et je suis convaincu qu'on aboutira dès lors qu'on pourra concilier les exigences environnementales que personne ne peut contester, mais également les exigences agricoles qui font que ce sont nos agriculteurs qui nous nourrissent. Et donc, il faut pouvoir concilier les deux. Et je suis assez satisfait d'avoir en face de moi des interlocuteurs de toute tendance, très favorables à l'environnement, très agriculteurs, etc. L'un et l'autre n'étant pas incompatibles. Je suis confiant dans le fait que nous allons aboutir, parce que petit à petit, la méthode du dialogue, de l'écoute, produit ses effets. En introduction, j'ai évoqué également la question de la continuité républicaine, parce qu'il faut le dire, l'institution préfectorale date de Napoléon, donc c'est quand même, elle a été créée à cette époque. C'est vrai que c'est une institution qui dure dans le temps depuis 200 ans, et qui est là, qui représente la continuité, même quand il y a des changements politiques, etc. Il y a aussi un autre sujet sur lequel j'aimerais que l'on revienne, s'il vous plaît, c'est votre conception, donc là sur le sujet de la fermeté, de l'immigration. Cette année, elle a connu plus de fermeté dans la gestion de l'immigration, de la délivrance des titres de séjour et des naturalisations notamment. Est-ce que c'est la bonne méthode de durcir les règles? Alors, vous me permettrez de ne pas rentrer dans un sujet qui peut être très rapidement politique. En revanche, ma conception, c'est d'abord que la France est riche de son immigration. Moi, j'ai été élevé dans les mines, dans le nord de la France, avec des Maghrébins, des Polonais, des Portugais, avec des personnes issues de différents pays. Et la France est riche de sa diversité. Et il faut bien évidemment que ça continue, parce que la France a besoin, quand on est avec une démographie en baisse, etc., on a besoin de cette jeunesse venue de l'étranger qui va pouvoir continuer à perpétuer notre économie, etc. En revanche, on a besoin d'une immigration qui soit avec des personnes qui respectent les valeurs de la République. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit très ferme sur l'homme ou la femme qui, venant sur le territoire français, ne respecte pas les valeurs de notre République. Et c'est là l'enjeu du préfet que je suis, qui est de faire la différence entre les personnes qui se présentent ici en préfecture, qui demandent l'asile ou qui demandent un premier titre de séjour, et qui présentent toutes les caractéristiques de quelqu'un qui a envie de s'installer en France, de travailler, de payer des impôts. Et à cette personne,
on lui donnera un titre de séjour de la personne qui commet des délits, qui a un comportement qui n'est pas digne de se maintenir sur le territoire français, et envers laquelle je ferai tout pour que cette personne prenne l'avion. C'est évident. Et je le fais, et nous avons en 2025 mis en œuvre un peu plus de 100 éloignements effectifs du pays. Voilà. Dans le département de la Vienne, plus de 100 mesures d'éloignement ont été mises en œuvre. Pour autant, il y a en face plusieurs centaines de personnes qui ont eu des titres de séjour. Donc il y a un juste milieu à trouver, mais l'immigration ne doit pas être un tabou. Il faut qu'on puisse en parler très ouvertement en se posant les vraies questions. C'est-à-dire qu'une personne, homme ou femme, jeune ou moins jeune, quelles sont les motivations de la personne à venir en France ? Est-ce que la personne a un intérêt pour la France? Est-ce qu'elle respecte nos valeurs? Et loin de moi l'idée d'associer cela avec un quelconque sujet religieux ou autre, ça n'a rien à voir. Ce sont des valeurs républicaines, et de pouvoir faire en sorte d'étudier très rapidement la capacité de la personne à intégrer notre pays et à en respecter, encore une fois, ses valeurs, et à s'intégrer dans l'environnement français sans discrimination religieuse, sans discrimination sexiste, etc., etc. On a de respecter nos valeurs. Alors en France, on est très attaché à ça, et moi je peux être très tolérant, très ouvert, notamment sur ce sujet d'immigration, mais je peux aussi être très très ferme pour un certain nombre de dossiers où là, clairement, mon seul objectif est de remettre le plus vite possible la personne dans l'avion pour qu'elle rejoigne son pays d'origine, parce qu'à un moment donné, au terme de l'instruction et en respect de notre droit, avec toutes les possibilités de voies de recours, etc., eh bien, on aura estimé que cette personne n'a rien à faire sur notre territoire. En tout cas, là, vous évoquez une gestion individuelle des dossiers, parce que, il faut le dire, cette année, par voie de presse, on a entendu beaucoup d'affaires où c'est un peu kafkaïen, un peu absurde, où il y a des gens qui sont installés depuis des années en France, qui sont même médecins dans des hôpitaux, qui travaillent la journée, qui font des opérations chirurgicales et qui n'ont pas de titre de séjour. Donc, on peut se poser parfois la question d'une gestion peut-être de masse, d'un sujet qui mériterait d'être traité de façon individuelle. Je le trouve très dur, même si c'est parfois ça peut être parfois un peu la réalité de cette problématique de gestion de masse qui nous oblige à avoir une réponse dans la dentelle. C'est-à-dire que là, on est face à des hommes et des femmes, et donc on doit avoir une réponse totalement adaptée à la situation de chacune des personnes. C'est difficile parce qu'ici, avec mes équipes ici à Poitiers, ils ne sont pas pléthores, hein, on est en nombre de fonctionnaires très, très limité, mais il y a une attention individuelle à chacune des situations, parce qu'on ne peut pas faire de la gestion de masse, sinon on aurait recours à l'intelligence artificielle, en disant tu coches telle ou telle case, ben, tu as le droit à un titre, tu coches pas, ben, tu n'as pas le droit au titre. C'est pas ça du tout. Et on a mis en place, avec la secrétaire générale, avec le directeur qui est en charge de ce service, un examen à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que l'agent mène son instruction, puis c'est le chef de bureau, le directeur, la secrétaire générale et enfin le préfet. Et c'est une codécision qui amène à ce que nous décidions soit d'accorder un titre, une carte de résident, un titre d'1 an, soit une mesure d'obligation de quitter le territoire français, qui, bien évidemment, en mesurant la responsabilité. Mais ce n'est pas la décision d'un seul homme et d'une seule femme, parce que justement, ce sont des décisions trop graves, trop engageantes, dans un sens comme dans l'autre, pour que ce soit une seule personne qui ait une sorte de droit de vie ou droit de mort sur une personne. Et donc cette codécision qu'on a mis en place et qui fonctionne bien, pour le moment on verra, on n'est pas à l'abri d'un loupé, mais on essaye de partager la décision parce que l'approche de chaque, encore une fois, on est sur de l'être humain, on est sur de l'humain. Il est important qu'on puisse partager la décision pour être sûr à prendre la décision la plus juste, en tout cas la moins mauvaise pour la personne. L'État, justement, qui peut être parfois une idée, donc le préfet, c'est l'incarnation symbolique humaine de l'État dans les territoires, c'est un visage humain. Et je me suis intéressée un peu du côté de l'histoire pour voir qui était le premier préfet qui était venu à Poitiers. Donc c'était donc à la création du corps préfectoral de 1800. Il s'appelle Charles Cochon de Lapparent. Alors lui, quand il arrive à Poitiers, à ce moment-là, c'est pas du tout le Poitiers d'aujourd'hui. Il y a eu des chantiers entre-temps. Et d'ailleurs, il est dépité quand il arrive. Il appelle Poitiers la Grande Malbâtie parce qu'elle correspondait pas tout à fait à ses espérances. À part la cathédrale, je pense qu'à part la cathédrale, si on croit ce qui a été écrit à l'époque, il n'y a que la cathédrale qui trouve grâce à ses yeux. Et il y avait aussi un autre sujet, c'est que donc là, nous sommes dans le Place Aristide-Briand, dans le nouveau bâtiment dans votre résidence. Et ça n'a pas toujours été occupé par les préfets parce que c'est un bâtiment qui a été construit sous le Second Empire.
Et avant, donc une des raisons pour lesquelles le premier préfet installé Poitiers n'appréciait pas trop cette cité, c'était parce que la résidence préfectorale était à l'écart et n'était pas forcément dans le centre-ville, sur le plateau comme on l'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une concentration sur le plateau de Poitiers de l'hôtel de la préfecture qui fait face à l'hôtel de ville, à côté à l'hôtel de département. Cette concentration sur le plateau poitevin de l'administration, ça peut être presque une symbolique de ce qu'on appelle parfois la France jacobine, en fait. Non, vous ne trouvez pas? Oui, un peu. Oui. Un peu quand même. Ce qu'on reproche parfois à Paris, de dire que tout se passe à Paris. Alors là, dans le centre-ville de Poitiers, on a tout ce qui se passe dans le centre-ville de Poitiers. Et c'est cette concentration qui peut être d'ailleurs vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai vu comme ça, que cette concentration de l'administration sur le plateau peut être vue l'image de la France où tout se décide dans le centre-ville. Alors, je comprendrais que certains poitevins ou poitevines aient cette idée-là, puisque tout est effectivement concentré sur le plateau à Poitiers. En tout cas, il y a un rapprochement. En tout cas, il y a un rapprochement évident entre l'hôtel de ville et la préfecture qui se font face, urbanistiquement parlant, parce que dans le quotidien, nous travaillons très très bien ensemble, avec la communauté urbaine qui est à proximité immédiate, le palais de justice qui est pas sur le plateau, qui est en contrebas. Mais c'est aussi son lot de facilité parce que ça nous permet de travailler au quotidien tous ensemble. Dans le premier préfet que vous avez rappelé, Charles Cochon de la Parent, et il a écrit et j'ai lu le premier rapport qu'il a fait à Napoléon et qui illustre ce qu'était ce département avec les terres riches, Châtellerault déjà un côté industriel, un côté ouvrier et qui perpétue la tradition industrielle, Poitiers qui est déjà vu comme la partie un peu plus élitiste, et puis le Sud-Vienne qui est alors un secteur d'élevage et son premier rapport à Napoléon est extrêmement intéressant à lire parce qu'il est ce qu'on ressent lorsqu'on prend un poste. Vous savez, quand vous prenez un poste, au bout de 2 mois, vous faites ce qu'on appelle chez nous un rapport d'étonnement. Et donc, au bout de 2 mois, vous écrivez à votre autorité de tutelle, qui est le ministre de l'Intérieur, et vous lui rendez compte de votre prise de poste et de votre ressenti. Comment ça se passe, la population, la situation économique, le chômage, la relation avec les élus, etc., etc. Les forces et les faiblesses du département. Et en lisant le rapport du premier préfet, ça me faisait forcément penser au mien, sur lequel il y avait quelques points communs Vous êtes étonné toujours de force et de faiblesse, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur ce qui caractérise ce département dans ses multiples atouts, mais aussi parfois ses faiblesses, de ne pas croire parfois en lui. En tout cas, en écoutant là vous me faites penser à autre chose, j'allais partir sur, mais bon, on y reviendra, sur la concentration et décentration. En écoutant votre parcours, je pense naturellement à cette phrase de Romain Gary qui disait qu'au fond, le but de la démocratie est de faire accéder chaque homme à sa noblesse. Ça a été en tout cas c'est sur cette idée que ça a été bâti l'École nationale de l'administration. Donc former des serviteurs de l'État par méritocratie. En plus, il y a eu la 3e voie, donc le concours de la 3e voie. Cette école qui a vu le jour sous les auspices du général de Gaulle avec l'initiative de Michel Debré, qui a repris lui-même cette idée de Jean Zay, ministre de l'Éducation sous le Front populaire, et qui a été supprimée à l'initiative d'Emmanuel Macron. C'est en 2021, si je m'abuse. C'est en 2021. Est-ce que c'était une bonne chose de supprimer l'ENA, selon vous? Est-ce que ça a permis vraiment de... Alors, moi qui n'ai pas fait l'ENA, si je portais un jugement sur l'École nationale d'administration, ce serait peut-être mal interprété. En revanche, était venu le moment de pouvoir transformer cette école considérée trop élitiste, accessible uniquement aux filles et fils de bonnes familles parisiennes, etc. Et c'était une réalité quand même. Quand on regardait un certain nombre de promotions, il y avait quand même une surreprésentation d'une partie de la population. Et donc l'ENA n'était plus à l'image de notre pays. La volonté du président a été de modifier en profondeur l'accès à l'ENA, modifier les modes de formation à l'intérieur. Et supprimer la boîte, en quelque sorte. Et supprimer la boîte, et parce qu'on ne sort plus maintenant directement sur les grands corps. Auparavant, il y avait une sorte de voie royale pour une certaine élite de sortir par les grands corps, et avec des personnes qui faisaient souvent des très courts parcours dans la fonction publique pour des carrières autres. Aujourd'hui, l'INSP, l'Institut national du service public, a changé quand même. Il reste encore des choses à franchir. Il y a encore quelques étapes à franchir en termes de diversité, en termes de diversité d'origine. Sur la notion d'égalité homme-femme, là, il n'y a plus de sujet. Mais il y a encore des choses à franchir.
Mais au-delà de l'école, c'est aussi dans les esprits qu'il faudra modifier les choses. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tendre la main, il faut pouvoir accueillir hommes et femmes, quelles que soient ses origines, quel que soit son cursus, qu'on ait fait des grandes études ou pas, etc. On a le droit à sa chance. On a le droit à sa chance et on a le droit d'accéder à l'INSP sous une forme, sous une voie ou une autre, mais de pouvoir y accéder pour pouvoir faire la grande école. Et puis peut-être qu'un jour viendra le moment de refondre, de repenser l'ensemble de nos grandes écoles, pour avoir peut-être en France, comme ça existe dans d'autres pays, une sorte d'université, d'école de l'excellence, même si j'aime pas le mot du tout, parce que moi la notion d'excellence, ça n'existe pas chez l'être humain, mais d'avoir une sorte d'école de la haute fonction publique, mais où on formerait les futurs directeurs d'hôpitaux, les futurs directeurs des services dans les collectivités locales, les futurs hauts fonctionnaires de l'État, mais aussi nos commissaires de police, etc., d'avoir toute cette fonction publique, tout domaine confondu, qui aurait une culture commune et qui se connaîtrait. Je pense qu'on y gagnerait un jour à rapprocher, il y a déjà des modules rapprochés, l'INET, l'école des directeurs de centres d'hôpitaux, etc. Ça pourrait gagner en termes d'image et de donner un côté moins élitiste. Moi, je suis contre l'élitisme parce que mon parcours, je pense justement, fait que venant de la base, fils d'ouvrier, j'en suis fier, veut combattre ces symboles. Chacun doit avoir sa chance, quelles que soient ses origines, quelle que soit l'éducation qu'il a eue, etc., doit avoir sa chance dans la vie. Et donc tout ce qui est élitiste n'est pas pour moi quelque chose que j'entends favorablement. Alors, il n'y a pas que le profil des hauts fonctionnaires et des préfets qui pose problème, en tout cas qui parfois cristallise quelques critiques. Il y a aussi ce sujet qu'on a commencé à évoquer, c'est celui de la décentralisation. Alors, François Mitterrand, à qui on rend hommage en ce moment pour les 30 ans de disparition, disait entre autres, dans les années 90, la France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire un peu cette citation? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette 200% d'accord. 200% d'accord. Alors même que je suis fonctionnaire de l'État depuis 41 ans, je suis très favorable à la décentralisation. Très favorable à Il faut un juste équilibre entre la déconcentration, c'est-à-dire pour avoir travaillé un tiers de ma carrière à Paris, il ne faut pas que tout se décide à Paris. Tout ce qui doit être décidé à Paris, la stratégie, le budget, etc., ok. Mais après, il faut laisser au niveau régional, au niveau départemental, l'État, la déconcentration. Et la décentralisation est le pendant. Même si ça diminue un peu le pouvoir des préfets, c'est pas ça ne démunit pas. Contrairement à ce que certains craignaient, au moment de la décentralisation, certains préfets ont écrit que c'était la fin des préfets, etc. Non, les préfets s'en sont sortis quelque part renforcés. C'était dans un autre rôle, dans une autre fonction. La décentralisation renforce et nous permet d'adapter aussi nos politiques publiques au plus près de nos citoyens. On ne peut pas décider depuis Paris de toutes les politiques publiques sur un territoire. Il faut que les communes, le département, le conseil régional, nos intercommunalités puissent avoir une autonomie financière, puissent pouvoir décider d'un certain nombre d'orientations et mettre en œuvre dans tous les domaines de nos politiques publiques des politiques qui collent à la réalité de notre territoire. Est-ce qu'on peut penser qu'en Corse, en Outre-mer, à Marseille, à Grenoble, à Bordeaux ou à Poitiers, on peut mettre en place la même politique publique dans les mêmes conditions? Non. Il y a une réalité. On n'a pas du tout la même histoire, on n'a pas le même contexte économique, etc., etc. Et il faut pouvoir adapter. Et cette cohabitation de décentralisation et de déconcentration est justement le moyen de rapprocher ces politiques publiques et donc la puissance publique avec les usagers. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un mal-être dans la population. La parole publique est peu audible. La population ne comprend plus comment ça se passe. Quand on paye 100 € d'impôts, la population ne sait pas à quoi servent les impôts. Eh bien, il faut que ce soit totalement transparent, avec des élus qui sont élus sur un mandat, avec un programme, avec une ambition, et ils sont élus sur cette base, et qui doivent rendre des comptes à la population. Et rendre des comptes à la population, c'est dire ce qu'ils font, mais c'est aussi remettre en jeu leur mandat politique. Et l'État a cette même obligation, même si moi je ne suis pas élu, je considère que j'ai des comptes à rendre à la nation. Donc on doit pouvoir venir régulièrement rendre compte de ce que nous faisons, comment nous le faisons, avec quels moyens, etc., etc. Et ça ne me gêne aucunement d'aller m'expliquer devant vous aujourd'hui, devant une réunion publique, etc., demain, de pouvoir expliquer ce que j'ai fait, du comment je l'ai fait, pourquoi ça n'a pas marché.
Il y a des sujets où on a des grandes difficultés. Pourquoi ça n'a pas marché? Et éventuellement, les décisions que j'ai prises pour pouvoir corriger. Et c'est là-dessus, il y a une sorte de contrat qu'on doit repasser avec le citoyen. Depuis le plus haut niveau de notre pays jusqu'au citoyen, il y a toutes les strates. En revanche, il faut faire en sorte que la décentralisation ne soit pas plus coûteuse que quand c'était l'État qui le gérait. Pour ne froisser personne, je ne prendrai pas d'exemple, mais on a décentralisé quelques compétences il y a maintenant quelques années, et on se rend compte quelques années plus tard que non seulement il n'y a pas moins de fonctionnaires, la collectivité locale a recruté plus de monde pour faire la même mission, mais que ça coûte plus cher à la fin, et que les délais de traitement des procédures n'ont pas été réduits. Il faut aussi se poser la question. Donc il y a peut-être la nécessité de repenser quelques-uns de nos aspects de décentralisation, mais quand c'est fait intelligemment, et ici par exemple les relations avec les élus sont excellentes, et le président du conseil départemental fait partie de ceux qui sollicitent une nouvelle loi de décentralisation, on y travaille ensemble et on essaye de faire des propositions très concrètes. En tout cas, repenser l'organisation de l'État, c'est le souhait aussi du Premier ministre, Sébastien Lecornu. D'ailleurs, il avait fait des annonces en ce mois de janvier, lutter contre l'État obèse, la simplification, un seul responsable par politique publique. Est-ce que c'est une promesse réaliste? Alors c'est plus que réaliste, mais c'est aussi nécessaire. Quand vous prenez, on a fait cet exercice, sitôt après son arrivée à la tête du gouvernement, on a fait cet exercice ici en réunion interne où on a pris la presque totalité des politiques publiques. C'est plusieurs dizaines de domaines, la justice, la sécurité, et chaque politique publique a des sous-ensembles. La jeunesse, la santé, le handicap, etc. Quand on fait toute cette liste de politiques publiques, on se rend compte qu'aucune de ces politiques publiques n'est exercée par une seule entité. C'est à chaque fois un mixte de un peu ou beaucoup d'États. C'est opaque en fait, c'est très opaque. C'est très opaque. Et le citoyen que nous sommes, chacun d'entre nous, ou le contribuable que nous sommes, on a besoin de comprendre. Et quand vous interrogez le citoyen, en fait, il ne sait pas que tel domaine, c'est plutôt le conseil départemental, ou tel domaine, c'est plutôt le conseil régional, que tel domaine. Et les gens sont perdus. Et donc, c'est important de pouvoir remettre une politique publique, un pilote, un chef, et quelqu'un qui rend compte. Donc, pour certains domaines, je pense notamment au domaine régalien, la justice, les armées, la sécurité, etc., ça doit être l'État qui rend compte de son action. Et après, quand on aura décidé que c'est une collectivité locale, une collectivité territoriale, la région, le département, l'intercommunalité ou la commune, selon des... eh bien, cette structure doit pouvoir être mise en responsabilité, lever l'impôt et rendre des comptes à ses citoyens, et expliquer ce qu'on en a fait localement, en bien ou en moins bien. En tout cas, réformer l'État, c'est une idée. Le faire vivre dans un territoire, c'est autre chose. C'est ce que vous faites au quotidien. Parlons, si vous le voulez bien, maintenant de la Vienne, du département. Donc, vous avez rendu votre rapport d'étonnement. D'abord, quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé à Poitiers? Alors, un département qui est... Est-ce que c'était souhaitable, en tout cas pour vous, de venir ici? Pour moi, ça faisait partie des départements... Alors nous, on ne demande pas, on ne dit pas ni où on veut, ni quand on veut y aller. Mais ça faisait partie des critères que je m'étais fixé d'être à 2 heures de Paris maximum en TGV, pour des raisons personnelles. Alors on est nettement moins, puisque depuis mon bureau jusqu'au pied de la Tour Eiffel, 99 minutes. 99 minutes depuis mon bureau. Ce département, force est de constater que quand j'ai appris que j'étais nommé dans la Vienne, j'ai regardé le site internet parce que je ne savais pas où était la Vienne. Et c'est assez révélateur de mon ressenti d'aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi. Et que pour beaucoup des gens qui m'entourent, la famille, les amis, etc., ils connaissent le Futuroscope et moins la Vienne. Ce qui, moi, me gêne beaucoup aujourd'hui, parce que j'adore ce département, que j'apprécie pour de multiples raisons. Il est d'une richesse exemplaire, il a tout. Il a tous les moyens de réussir. Il a des pépites en matière industrielle et artisanale. Il a une richesse patrimoniale, il est loin de rien, on a la mer à 1h15, on a Paris à 99 minutes de la Tour Eiffel, on a Bordeaux à 1h15, on est près de tout. On a 3 gares TGV, ce qui est quand même une particularité en France, l'autoroute, etc. Il a tous les atouts pour réussir, et il a une force particulière, et là je le dis avec force, parce que c'est mon 8e département, et c'est vraiment ici où je le ressens le plus, c'est cette force du collectif. Les élus le disent souvent, on a une capacité ici à travailler tous ensemble.
Oui, il y a la période des élections où chacun défend, selon son appartenance politique, un programme ou un autre programme avec des idées, des projets, etc. Mais avec le lendemain des élections, cette capacité à pouvoir travailler tous ensemble. Et on le voit dans le quotidien du préfet que je suis, la possibilité de mettre autour de la table des hommes et des femmes de partis politiques très différents et qui sont d'accord pour se remonter les manches et travailler ensemble au profit du territoire. Et ça, c'est une vraie force du département de la Vienne. Et c'est sûrement ce qui fait la différence par rapport à nombre des autres départements de France. Après, il faut que les Poitevins croient en eux. Il y a une forme de discrétion naturelle chez le Poitevin et la Poitevine qui fait que de temps en temps, ça peut un peu nous desservir. On n'a pas de campagne de communication pour vivre en Vienne, etc. Et donc, on peut parfois avoir le revers de la médaille. Quand on n'est pas connu ou peu connu, on peut aussi connaître une baisse démographique, ce qui est le cas aujourd'hui, extrêmement forte, plus forte que d'autres départements. Je rappelle qu'on va avoir 1200 enfants en moins à la rentrée des classes prochaines. 1200 enfants en moins. L'année dernière, c'était déjà moins 800. Quand on n'est pas connu ou peu connu, on a peut-être moins l'envie de venir s'y installer. Et donc, il faut qu'on continue à faire rayonner ce département. On a des fleurons, Thalès, Safran, enfin, on a des Dassault, on a le Futuroscope, le Center Park, la Vallée des Singes, on a plein de sites. On a une richesse qu'il faut pouvoir collectivement mettre en avant, valoriser, de manière à pouvoir donner l'envie à des jeunes de venir s'installer chez nous, à trouver leur voie professionnelle, à s'installer, à reprendre une entreprise, à reprendre un commerce, etc. Et à vivre bien. On vit bien dans la Vienne. On vit bien. En tout cas, Poitiers, on dit souvent que c'est une ville qui n'attire pas, mais elle retient. Et encore faut-il venir. Il faut pouvoir capter la première fois. Il faut pouvoir faire venir la première fois les gens. Moi, j'ai beaucoup de fierté lorsque j'accueille des amis ou la famille à la maison, à leur faire découvrir un petit bout de notre patrimoine, de notre richesse, que ce soit à Poitiers ou ses environs, Lussac, les châteaux, Chauvigny, Lusignan, Loudun et autres. On a une vraie richesse. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et c'est ça, cette force et cette capacité collective à travailler ensemble. Moi, c'est vraiment ce que je retiens, parce que je prenais l'exemple tout à l'heure des Jeux Olympiques, et cette capacité à travailler ensemble pour faire le plus grand événement. Ici, dans ce département, le quotidien montre vraiment cette capacité à pouvoir travailler au quotidien ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on va surmonter les difficultés. On en a, bien évidemment, cette baisse démographique qui, moi, m'affecte beaucoup, parce que qui dit baisse démographique dit qu'on va fermer des classes à la rentrée prochaine. Et donc, je mesure le traumatisme pour un élu de fermer une classe, et parfois même l'école, la dernière classe qu'on va fermer, etc. Et on sera aux côtés des élus pour pouvoir accompagner les élus dans ce changement, de faire en sorte que cette école qu'on fermerait devienne très vite autre chose, une médiathèque, du logement, etc., de manière à mettre un peu de côté le traumatisme de la fermeture, mais aussi continuer à travailler avec les élus pour continuer à accueillir des populations nouvelles. On a des exemples dans le département où des communes qui ont fermé leur école il y a quelques années ont aujourd'hui une population à la hausse, qu'ils ont accueilli des nouveaux commerces, etc. Et donc, la fin d'une école, c'est pas la fin de la commune. Mais par contre, je comprends le traumatisme, et nous serons à côté des élus dès les semaines à venir. Et c'est un des projets, parce que là, vous évoquez votre arrivée, votre découverte, et c'est comme ça que vous avez élaboré une vision au département pour 2030. Oui. Et vous l'avez exposé aux élus. Très rapidement après mon arrivée, j'ai évoqué avec les élus ce que j'appelle mon projet Vienne 2030. Alors, qui est un peu galvaudé parce que j'ai l'impression d'avoir utilisé quelque chose qui avait déjà été utilisé par d'autres, donc je m'en excuse si c'est le cas. Mais Vienne 2030, où on menait beaucoup de politiques publiques côté État, dans tous les domaines. Et en fait, on perdait un peu les gens parce qu'on s'y perdait, on faisait des réunions et des communications sur tous les sujets, et j'ai souhaité vraiment qu'on concentre l'action publique sur 3 sujets. L'emploi, avec quand même dans ce département 30 000 demandeurs d'emploi et 12 400 personnes au RSA, donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet, on a besoin de remettre à l'emploi un grand nombre de personnes en les aidant à surmonter les freins à l'emploi. L'emploi, l'agriculture, l'eau, et le 4e sujet qui est plus propre à l'État, mais qui est l'État agile et facilitateur. Pour moi, c'est une obligation d'être l'État qui est aux côtés des acteurs, des élus, des chefs d'entreprise,
non pas à être au-dessus dans sa tour d'ivoire, mais être aux côtés des élus, aux côtés des chefs d'entreprise, pour pouvoir les aider dans leurs projets, les accompagner, les financer parfois, mais aussi les démarches administratives, et l'État facilitateur, un interlocuteur sur les dossiers, pouvoir faire en sorte que les procédures administratives soient plus simples. Quand vous demandez une subvention, vous demandez une subvention et c'est à nous, État, de voir dans quel domaine on va le prendre. Mais on ne demande pas des subventions à chaque dispositif. Et ça a été mis en œuvre par mon prédécesseur, d'ailleurs je le précise, et ça fonctionne bien aujourd'hui. Oui, il y a un vrai enjeu, et ce premier bilan de présence dans le département, assez rapidement vous voyez où vous devez mettre vos priorités. Et j'ai eu un excellent accueil, tant par les équipes en interne que par les élus de ce département. Enfin, c'est un vrai régal ici, c'est un vrai plaisir. Bon, un des sujets qui est peut-être un peu moins joyeux, c'est l'agriculture. Là, vous êtes en première ligne. Quelle est la situation dans la Vienne aujourd'hui ? Elle ne diffère pas des autres départements de France. On a une agriculture qui est très riche en France, mais qui au fil des décennies a fait que la France, qui était en autosuffisance dans plein de domaines, eh bien aujourd'hui on manque d'œufs, on exporte encore un peu de céréales, mais il y a plein de produits qu'on importe. Et que cette agriculture aujourd'hui connaît un vrai mal-être que je comprends, pour lequel je veux me battre. En revanche, ce que je dénonce, c'est les violences, c'est parfois les situations un peu agressives que nous avons à connaître dans le département, de déversement en masse de bennes devant la préfecture ou ailleurs, devant Vienne Nature, etc. Tout ça, c'est pour moi déraisonnable et on prendra les sanctions qui s'imposent. Mais l'agriculture, on ne peut pas nier le mal-être et avec la ministre de l'Agriculture, sous l'autorité du Premier ministre, on essaye de construire des choses. Il y a des grandes échéances, la politique agricole commune, l'accord du Mercosur, qui dans les jours à venir va être probablement signé. Donc on a un regret des agriculteurs. Oui, mais tout va dépendre des contreparties. C'est-à-dire que la France est le président de la République, mais aussi le Premier ministre l'a rappelé, la France est très exigeante sur les contreparties et sur la possibilité de contrôle de ce que nous allons importer. Parce que quoi qu'on en dise, on a besoin d'importer un certain nombre de produits de l'étranger. En revanche, il faut que ce soit dans un marché honnête et loyal. C'est-à-dire qu'on n'importe pas des produits qui ne respectent pas les exigences que nos propres exploitants agricoles doivent respecter en termes de phytosanitaire, de vaccination des animaux, etc., etc. Il est évident que ce que l'on fabrique en Amérique du Sud, au Maghreb, ou en Espagne, etc., parce qu'il y en a pour tout le monde, et en marché intra-européen et dans les pays hors Union européenne, il faut que chacun ait les mêmes contraintes. Et à partir de là, sûrement que l'accord du Mercosur sera vécu différemment si nous aussi nous sommes capables, et on l'est, d'exporter un certain nombre de nos productions. Mais c'est difficile. Donc on a le cours des céréales qui est très en deçà du prix de revient. On a le prix de la viande qui, après 20 années de difficultés pour les producteurs, commençait à reprendre des prix normaux qui leur permettaient de vivre décemment, et arrive la dermatose, arrive un certain nombre de choses. C'est évident que quand vous êtes exploitant agricole, vous le vivez mal. Donc ce mal-être, on le comprend, et il faut qu'on puisse travailler avec eux pour reconstruire, et c'est le sens de ce que le Premier ministre a annoncé il y a quelques jours, de reconstruire un projet global pour l'agriculture de demain, de redonner une ambition, un avenir à notre agriculture, sans oublier que les agriculteurs, ce sont les premiers artisans de l'aménagement du territoire, de la transition écologique, etc. Enfin, ce ne sont pas des destructeurs de nos territoires, au contraire, c'est eux qui l'entretiennent au quotidien. Donc il faut qu'on travaille avec eux, et ici dans la Vienne, la particularité, c'est qu'on a cet irritant supplémentaire qui est celui de la ressource en eau. Quoi qu'on en dise, le changement climatique est une réalité. Il fait plus chaud, il fait parfois plus froid, on voit bien des phénomènes météo qui sont de plus en plus accentués, des vents, des pluies, etc. Il y aura par exemple, la même quantité d'eau à l'année, d'après les scientifiques, mais pas dans les mêmes cycles. Il y aura moins d'eau l'été, mais plus d'eau l'hiver. Un des enjeux pour moi, comme dans mon rôle de préfet, c'est de faire accepter par les opposants la construction de réserves de stockage. On a des anti-réserves de stockage. De faire accepter le principe de construction de réserves de stockage pour pouvoir stocker un tout petit peu d'eau l'hiver,
de manière à ne plus avoir à pomper dans les rivières qui sont en situation difficile pendant l'été, de manière à pouvoir préserver la faune, la flore, les milieux aquatiques, etc. C'est un jeu très subtil, mais c'est nécessaire pour notre agriculture. Mais par contre, j'ai dit publiquement que j'étais contre les méga-bassines dans le territoire, pas très loin. Il y a des immenses territoires couverts de... Je sais que l'acceptabilité locale, la particularité poitevine, fait que ces méga-bassines, c'est impensable ici. Donc on va travailler sur des réserves plus petites, à taille plus modeste, et avec un vrai contrat environnemental, agri-environnemental. C'est-à-dire que si je réduis ma consommation de 100 000 m3 l'été, c'est pas pour stocker 100 000 m3 l'hiver. C'est 100 000 en moins l'été, mais c'est peut-être une réserve de stockage de 60 000 seulement l'hiver, où je vais prendre 60 000, et 40 000 litres qui vont être économisés par des changements de pratiques agricoles, par d'autres cultures, par des nouvelles techniques d'irrigation, etc. Et ça, j'ai en face de moi des partenaires agricoles qui s'inscrivent dans cette démarche. C'est difficile parce que ce sont des chefs d'entreprise, donc ça nécessite des investissements, etc. Mais petit à petit, on réussit à faire en sorte que ça fonctionne. Et pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion qui s'est extrêmement bien déroulée sur le sujet. Alors, il y a plein de sujets dans le département et des urgences peut-être différentes. Il y a aussi un autre sujet. Alors, il s'agit peut-être d'une urgence silencieuse cette fois-ci, parce que quand on ne crie pas, bon, on se fait peut-être pas toujours entendre tout de suite. C'est le sujet des violences intrafamiliales dans la Vienne. Et alors, lors de la journée internationale de la lutte contre les violences intrafamiliales, donc en 2025, le bilan qui a été fait est alarmant, puisque les chiffres ont augmenté de 8% donc l'année dernière. Quel est le rôle du préfet? Je sais qu'en vertu des séparations de pouvoir, vous n'êtes pas amené à vous prononcer sur le sujet judiciaire. En revanche, quelle est votre responsabilité donc au préfet? Quel regard vous portez sur ce sujet? Et puisque vous avez cette capacité donc, à comparer avec les autres départements que vous avez servis. Alors effectivement, même si les violences intrafamiliales sont malheureusement connues sur tout le territoire, on a quand même en ratio une surreprésentation de ce sujet dans le département de la Vienne. Pour des raisons que je ne comprends pas complètement. Parce que c'est en tout point du département, de Loudun à Montmorillon, de Lusignan à Chauvigny, et bien évidemment à Châtellerault et à Poitiers. Que c'est en tout point du département. Que ça concerne toutes les classes d'âge, les jeunes et les moins jeunes, et y compris parfois avec des gens très âgés qui s'en prennent à leurs épouses. Que c'est 85% du temps des femmes. Donc c'est quand même un sujet qui concerne avant tout des femmes victimes. Et que c'est toute classe sociale. Il ne faut pas tomber dans le cliché type. Il n'y a pas d'un côté ceux qui tapent leurs femmes, etc. C'est un vrai sujet où on a rencontré des collectifs, et à juste titre, puisque nous avons eu 2 féminicides dans le département. Donc bien évidemment, je ne parlerai pas des affaires puisqu'elles relèvent du judiciaire et ce n'est pas à moi d'en parler. Mais nous travaillons main dans la main avec la procureure de la République. Nous avons la même volonté que de travailler avec les collectifs pour pouvoir améliorer, alors bien évidemment, notre processus de prise en charge des victimes, parce qu'une femme victime, il faut qu'elle soit prise en compte dans de bonnes conditions, d'écoute, de rapidité, d'empathie pour que la personne en face prenne en compte immédiatement le fait que c'est une victime, de pouvoir prendre immédiatement des mesures de maintien à distance du compagnon violent, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve plus en contact avec la victime, et avec des évolutions potentielles de notre droit que l'on a fait remonter à Paris. L'éloignement, c'est-à-dire soit mettre à l'abri la femme victime de violence ou son conjoint. Pour le moment, on est plutôt dans l'esprit de mettre à l'abri la femme loin de chez elle. Avec Madame la procureure, on est plutôt dans l'esprit de pouvoir éloigner plus souvent le mari qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est-à-dire de plutôt garder la femme au domicile avec parfois ses enfants que de l'éloigner de chez elle, pour pas qu'il y ait le double traumatisme. Mais c'est un vrai problème. Et on ne peut pas rester insensible à ça parce que tous les jours de la semaine, nous avons des sujets de violence intrafamiliale. Tous les jours de la semaine. Moi, j'ai des synthèses tous les matins. Et tous les jours, j'ai 1, 2 situations de violence familiale. Et ce n'est pas acceptable. Et donc, il y a une très grosse fermeté de la part de la justice. Au centre pénitentiaire de Vivonne, il y a une part importante de personnes qui sont au centre pénitentiaire pour des situations de violence intrafamiliale. Donc c'est quand même, il y a une réponse judiciaire. Mais malgré cela, on reste quand même sur des ratios très élevés,
assez souvent malheureusement sur fond d'alcool et de l'alcoolisation à domicile. Donc c'est pas l'idée de fermer un bar ou 2 bars à Poitiers, etc. qui va régler le problème. Et donc c'est un sujet où on doit pouvoir maintenant avec les collectifs, il y en a certains avec lesquels on peut vraiment travailler sur le fond, où il faut qu'on reprenne tout le processus et de pouvoir essayer de faire en sorte que moins de situations surviennent. On doit sûrement pouvoir intervenir dès les premiers signaux faibles sur un mari qui a quand même un peu prédestiné à la violence, etc., de pouvoir faire en sorte qu'on puisse se signaler, faire en sorte d'intervenir, de manière à avoir moins de femmes victimes de violences. Et on a aussi des mineurs, hein, je précise qu'on a quand même des enfants assez régulièrement victimes de violences, et ça c'est inacceptable. Enfin, pour le père et le grand-père que je suis, c'est inacceptable, tant de battre son épouse que de battre un enfant, c'est inacceptable, et là-dessus on unira nos forces. Avec la procureure, on est vraiment là-dessus très soudés, et on a décidé de rencontrer très régulièrement les collectifs, toutes les 6 semaines, de manière à pouvoir travailler avec ces associations, de manière à cranter les choses, à pouvoir faire en sorte progressivement faire avancer nos réflexions et notre manière de prendre en charge ce sujet qui est un fléau. Serge Boulanger, à travers tous les sujets que nous venons d'évoquer, il y a quand même quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est la recherche de boussole et de repères. C'est ce qu'on attend de vous, c'est ce qu'on attend de l'État, c'est ce qu'on attend du représentant de l'État. J'aimerais savoir, vous, à titre personnel, comment être un repère, ou alors quel est votre repère à vous quand vous devez être un repère pour les autres et que c'est un monde incertain? Où est-ce que vous cherchez votre propre repère? Il faut parfois se faire ses propres repères quand on est... J'ai répété le mot repère. dans la notion, quand on a connu une instabilité gouvernementale qui n'est pas propre à la France, quand on regarde les autres pays européens, on voit bien que c'est un peu partout la même situation et qu'on est dans des démocraties, dans des pays qui sont en train de changer, l'état d'esprit, etc. Donc, et quand on manque un peu de repères, il faut parfois se les créer un peu soi-même. Moi, j'ai besoin le matin de pouvoir savoir ce que va être ma journée et les objectifs que je me fixe dans la journée, dans l'une ou l'autre des politiques sur lesquelles je vais être amené à travailler, dans l'éducation, dans la santé. Et j'ai besoin souvent par contre, de pouvoir expliquer à mes équipes et à la presse quand je les rencontre, et c'est pour ça l'importance de se voir aujourd'hui, de pouvoir aussi mieux dire ce que l'État fait. Il faut que l'État explique mieux ce qu'il fait, comment il va s'y prendre, pourquoi il le fait, avec quels moyens, dans quel calendrier, etc. Trop souvent, on a été en défaut de communication. Et moi, là, c'est quelque chose que je m'oblige à faire. On essaye par les différents réseaux sociaux de communiquer un peu plus, etc. C'est difficile, hein, l'État ne sait pas bien se vendre, ne sait pas bien le faire. Et il faut qu'au-delà des impôts, au-delà de ce qui est visible pour le citoyen, il faut que le citoyen ait plus conscience de ce que l'on fait au quotidien pour eux, dans toutes les politiques publiques, depuis l'école, la santé, l'armée, etc., de mieux expliquer ce qu'on fait. Peut-être que l'État il se fait mieux entendre quand il est représenté par des gens qui représentent la société. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut profiter de toutes les tribunes et toutes les occasions, les moments, les rassemblements, les événements qui sont organisés par les élus. J'essaie d'aller à un maximum de ces événements. J'ai aussi des sous-préfets d'arrondissement, 3 sous-préfets, à Montmorillon, à Châtellerault et à Poitiers. Je leur demande d'être très présents sur le terrain et ils le font avec grand plaisir. Chaque occasion, chaque événement doit aussi être l'occasion de pouvoir faire savoir ce que l'État fait, de ce que l'État mobilise comme moyen, comme énergie, comme potentiel, pour pouvoir le faire au profit de la population. Et c'est de la pédagogie. Mais il faut qu'on soit plus pédagogue dans notre quotidien. Et j'ai conscience que sur ce domaine-là, on a beaucoup de progrès encore à faire, et moi premier. Monsieur le Préfet, si un jour les orientations du pouvoir exécutif entraient en tension avec les principes fondamentaux de la République, comment le préfet que vous êtes, et nous sommes à l'occasion de plusieurs élections, notamment les élections 2027, comment le préfet que vous êtes agirait pour rester en loyauté, en conscience? Alors d'abord, le préfet est le représentant du gouvernement et donc il n'a pas entre guillemets, d'étiquette politique. Moi, je suis apolitique, même si j'ai mes idées, etc. Ça ne regarde que moi et je n'en fais pas état et je travaille avec tous les élus du département. Mais il se pourrait que demain, dans un état nouveau, dans une façon de diriger nouvelle, je ne me retrouve plus complètement en phase avec
avec les acteurs qui seraient amenés à me donner des instructions, eh bien, j'assumerai mes responsabilités. Et c'est aussi l'enjeu du statut de la fonction publique de se retirer et pour pouvoir faire autre chose et de pouvoir être en respect avec soi-même. Il faut être en respect avec soi-même. Moi, je sers l'État et je suis très fier de servir l'État aujourd'hui, et depuis 41 ans, et j'imagine bien, je n'imagine pas que ça puisse être différent demain matin. Donc je fais confiance aussi aux Français. Vous concevez que servir l'État, ça n'allait pas s'y dissoudre personnellement? Ah non, servir l'État, c'est au contraire se construire personnellement, parce qu'on s'enrichit de cette force de servir l'intérêt général, de cette adaptabilité aussi, parce qu'en 41 ans, de travailler avec des présidents de la République, des premiers ministres très différents, des politiques publiques très différentes, dans des périodes de vaches maigres, des périodes où on était un peu plus à l'aise financièrement, dans des tensions, des situations de graves crises type Covid. Notre pays on s'est quand même posé des questions si nous allions survivre, et nous avons survécu. Justement, on s'enrichit et on ne perd rien de sa personnalité. Enfin, moi, en tout cas, l'homme que je suis n'a en rien été diminué par le fait de servir l'État, bien au contraire. Si vous aviez un message aujourd'hui à faire passer à un jeune homme, une jeune femme, lycéen ou lycéenne, pour un fiche de poste de préfet, qui souhaiterait s'investir dans la chose publique et qui hésite, qu'est-ce que vous lui direz? Donne tout, engagez-vous, parce que rien n'est plus noble que de servir l'intérêt général. On a tous des envies, un peu d'intérêt particulier, etc. Mais servir l'intérêt général, c'est ce qui vous permet tous les soirs, quand vous vous couchez, d'avoir cette conscience, cette âme tranquille, qui fait que vous vous sentez investi d'une mission que tous les jours vous vous efforcez de remplir. Et vous avez des succès, vous avez des échecs, mais vous vous construisez aussi sur vos échecs et vous cherchez à vous améliorer en permanence. Et puis, il faut y aller, il faut donner, parce que on vous le rend, c'est parfois ingrat, mais parfois des poignées de main, des sourires, des gens à qui vous avez rendu des services il y a 20 ans et qui vous écrivent 20 ans après, qui vous envoient leurs vœux avec cette reconnaissance. Eh bien, c'est juste ce pourquoi vous avez embrassé cette carrière et ce pourquoi vous vous battez au quotidien. Et c'est le plus beau. Le service public est le plus bel engagement qu'on puisse avoir, que vous soyez militaire, sapeur-pompier volontaire, agent dans un bureau à la ville ou à la préfecture ou dans un hôpital, etc., que vous soyez personnel hospitalier. C'est le plus beau métier qu'on puisse avoir, de servir et d'être utile pour notre pays. Voilà. Et notre pays, c'est quand même ce qui est le plus beau et ce pourquoi on doit se battre. Nous allons passer maintenant au questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à vous poser. Donc la première, le pays où vous aimeriez vivre, à part la France, bien sûr. Alors là, c'est la question qui tue, parce que moi, j'ai peu voyagé dans le monde. J'ai peu voyagé dans le monde. Tous les pays sont beaux. Mais il n'y a pas vraiment un pays où j'aimerais m'installer. Alors, s'il y en avait un, ce serait très probablement le Maroc, parce que c'est un des voyages les plus merveilleux que j'ai fait dans ma carrière, parce que ça correspondait à une période de ma vie, qui est riche aussi, parce que j'y retrouve aussi un certain nombre de choses que j'ai évoquées sur nos territoires français, de sa richesse, de son histoire, de sa culture, de son patrimoine, etc., etc. Et que peut-être dans ce pays, j'y retrouverai un certain nombre de ce qui me plaît dans la France et ce qui fait que j'aime la France et cette richesse. Je remarque tout de même qu'il y a beaucoup de serviteurs de l'État français qui veulent s'installer au Maroc. Mais pas pour acheter un riad. Pas uniquement. L'idée de parler du Maroc, c'est moins par le sujet du climat ou du riad et d'une sorte de qualité de vie que de par ses valeurs. C'est-à-dire que j'y retrouve un certain nombre de choses qui, pour moi, sont importantes en termes de complémentarité, d'histoire, de culture, de patrimoine et de richesse de sa population. Bien sûr, c'est 2 pays amis avec une histoire commune. Deuxième question, ma devise. Voilà. Alors, pardon, parce qu'avant, il faudrait que j'évoque la réponse de Proust à la question du pays. Donc, oui. Alors, lui, Proust répond « Celui où certaines choses que je voudrais se réaliseraient comme par enchantement, et où les tendresses seraient toujours partagées. » C'est beau. C'est beau, mais ça ne donne pas le pays pour autant. Parce qu'il y a plein de pays où on pourrait avoir une partie de la réponse, mais pas forcément tout. Oui. Mais après, le pays où on est bien, c'est aussi ce que l'on se donne comme moyen pour s'y sentir bien aussi. Donc ma devise, votre devise. Alors ma devise, c'est forcément
plus vite, plus haut, plus fort, sans oublier ensemble. C'est la devise des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui est maintenant utilisée très très régulièrement, parce que plus vite, plus haut, plus fort, ça c'est la devise historique des Jeux Olympiques. Mais ensemble, ça a été ajouté, et cet ensemble caractérise pour moi ce que doit être l'homme durant sa présence sur Terre. C'est ce collectif et le fait de ne pas être seul. Alors Proust ne nous donne toujours pas la réponse parce qu'il dit « j'aurais trop peur qu'elle me porte malheur ». Prends pas de risque. Non, vraiment. Il aurait fait un très bon politique, je crois. Mes héroïnes dans l'histoire. Une héroïne dans l'histoire. Ah oui, dans l'histoire. Vous savez toute l'histoire, pas forcément l'histoire française, mais... Non, je n'ai pas de personnage homme ou femme qui me marque. Alors là, pour le coup, c'est une femme. Et là, en l'occurrence, c'est une femme, et je dirais Simone Veil. Simone Veil, par ce qu'elle incarne, au-delà de son parcours personnel, des camps de concentration, etc., où son parcours est juste très difficile, mais qui incarne ce que l'on peut être aussi quand on a connu le pire de la vie, de la mort de près, de voir les siens mourir, etc., de pouvoir réussir après à rebondir et se construire une carrière. Mais c'est aussi après sur ce qu'elle a porté. Tout à l'heure, on a parlé des violences intrafamiliales, etc. Je pense qu'elle a la loi sur l'avortement, enfin, elle a combattu le plus difficile, l'Assemblée nationale avec des hommes hostiles, avec un environnement hostile. Et pour moi, je pense qu'elle suscite quelque chose qui est formidable, c'est l'admiration et le respect. Et donc Simone Veil, voilà. Et Proust répondait Cléopâtre. Voilà, surprenant. Pourquoi Cléopâtre? Bon. On saura un jour. Ou pas. Monsieur le préfet, j'arrive à la fin de cette émission et je ne résiste pas à vous poser ma question fictive, celle de si jamais vous devez vous exiler sur une île avec un seul livre pour bagage, choisiriez quoi? 1984 de George Orwell. C'est un livre que j'ai découvert au moment du baccalauréat, vous savez, là où on doit apprendre 10 livres par cœur et qu'on pourra commenter, etc. Qui à l'époque était une sorte de supplice pour moi, parce que je ne suis pas du tout littéraire, je le suis devenu un peu plus après. 1984, que j'ai relu tout récemment, parce que je pense c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actualité. Écrit par George Orwell, et qui décrit la dictature, avec le ministère de l'amour, avec un certain nombre de choses. De la vérité. Et là, le ministère de la vérité, et qui traduit tout ce qui peut être le pire de ce que nous ne pouvons connaître. Et dans un pays qui va mal, sur une planète qui va mal, aujourd'hui on voit bien, la géopolitique est devenue très compliquée, je pense que ce que nous apprend ce livre sur les violations des libertés, sur l'intrusion dans les vies privées, dans notre vie privée, etc., tout ce que l'aspect totalitaire peut amener, je pense que chacun et chacune d'entre nous, on devrait être imprégné de ça, de tous relire 1984, pour voir ce que pourrait être notre pays ou le monde si nous n'y prenons pas garde. Il faut rester soudés, il faut rester solidaires et continuer à préserver nos valeurs qui incarnent la France et notre République. Merci pour ce message. Et merci pour cet entretien. Merci à vous surtout. Merci beaucoup.